Guillaume Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur épidémiologie et modélisation des maladies infectieuses à l'INRAE de Clermont-Ferrand et vous publiez une étude qui est vraiment intéressante qui s'intéresse au marché au Bangladesh, mais déjà il faut rappeler un peu quelques fondamentaux. Aujourd'hui, vous vous êtes intéressé donc à la souche de grippe aviaire H9N2. Quel lien par rapport à la grippe aviaire H5N1? Alors, donc, en effet, il y a plusieurs types plusieurs types de virus de grippe aviaire. Et le H9N2 en est un. C'est un virus qui est très présent parmi les volailles, et particulièrement les poulets en Asie en général, mais en particulier en Asie du Sud et du Sud-Est. C'est un virus qui est très présent et qui est zoonotique, donc qui peut se transmettre aux hommes, hein. Donc ça, c'est une première chose importante. Mais c'est aussi un virus qui est souvent impliqué dans l'émergence de nouveaux variants, et notamment le nouveau variant de H5N1 qui pose énormément de problèmes en ce moment, dû à sa transmission parmi les oiseaux sauvages et également à différentes espèces, une quarantaine d'espèces de mammifères. Ce virus H9N2 est impliqué dans l'émergence de nouveaux variants en donnant des gènes. Donc, un virus de grippe aviaire, c'est une boîte avec plusieurs segments, plusieurs segments d'ARN. Et lorsque deux virus infectent un même hôte et une même cellule, ils peuvent échanger donc ces segments de matériel génétique. Et donc, le H9N2 a été impliqué dans l'émergence de nouveaux variants, et notamment le dernier variant de H5N1. Alors, pourquoi votre étude est particulièrement intéressante? C'est parce que, on le sait, l'OMS alerte. Alors, la grippe aviaire, ce n'est pas nouveau, mais il y a notamment début avril un cas donc d'un décès, notamment au Vietnam, lié donc à la grippe aviaire. Ça veut dire qu'un humain peut contracter la grippe aviaire. Pour l'instant, il n'y a pas encore de transmission d'homme à homme. Alors non, donc que ce soit pour le H5N1 ou pour le H9N2, la transmission d'homme à homme il n'y en a pas ou elle est très anecdotique. Donc essentiellement les infections humaines sont provoquées par une exposition à des animaux infectés ou un environnement infecté, contaminé. Mais l'OMS a alerté en disant attention, s'il y a trop de proximité justement entre la grippe aviaire, trop de développement de la grippe aviaire, trop de proximité avec les hommes et trop de multiplication, on peut avoir ce risque. Et pour ça, il est important d'adopter des mesures qui soient efficaces. Et c'est là où votre étude apporte un éclairage. Oui, tout à fait. Donc plus il y a de virus qui circulent et plus les humains ou d'autres espèces de mammifères sont exposés à ces virus, plus il y a de chances que les virus, par chance, vont s'adapter aux humains ou sinon vont se réassortir avec d'autres virus humains, hein, de la grippe saisonnière. Donc, comme je disais avant, donc, deux virus, un virus de la grippe aviaire et un virus de grippe humaine, qui infectent en même temps un humain et s'échangent des segments de matériel génétique et génère en fait un nouveau variant qui, lui, par contre, aura des caractéristiques de grippe humaine, mais aussi des caractéristiques de grippe aviaire et pourra se transmettre d'humain en humain. Donc, c'est cette situation-là qui est vraisemblablement le scénario prioritaire que l'OMS et donc et aussi les pouvoirs publics craignent. Et votre étude a monté trois faits importants dans le cadre de ce marché, enfin des marchés au Bangladesh, trois caractéristiques donc sur la contamination possible. Oui, donc c'est donc dans les marchés au Bangladesh ou de façon générale en Asie du Sud ou du Sud-Est où les volailles sont souvent commercialisées vivantes, hein, et où différents types de virus de grippe aviaire circulent. Donc, ce qu'on a identifié, c'est que dans ces marchés, donc en particulier pour le H5N1, d'une part, il y a un nombre important de volailles qui rentrent dans ces marchés déjà infectés. Donc, on a identifié qu'à peu près 10% des poulets, ce qui est énorme, rentrent dans ces marchés, soit infectés déjà contagieux ou pas encore contagieux, mais en tout cas infectés. Donc, une énorme pression d'infection de volailles qui entrent dans ces marchés. Donc, déjà d'une chose. La deuxième chose, c'est que la période de latence est très faible. Donc, entre la durée où un poulet va être infecté et lorsqu'il va devenir contagieux, s'écoule en moyenne en juste 5 heures, 5 heures et demie. C'est vraiment très faible. Et la dernière chose, c'est que le taux de transmission dans les marchés est très important. C'est-à-dire que si vous laissez un poulet, donc là, par contre, qui n'a pas encore été exposé au virus, si vous le laissez dans le marché pendant 24 heures, il y a plus de 90% de chances, hein, ce qu'on a estimé, plus de 90% de chances qu'il devienne infecté au bout de ces 24 heures. Donc, comme on ne veut pas qu'il y ait justement une pression trop forte pour risquer ce transfert d'homme à homme, à terme, in fine, ça veut dire qu'il faut avoir des actions pour limiter la diffusion ou la contamination des volailles. Et vous, vous pensez quelles sont les mesures les plus efficaces?
Alors oui, tout à fait. Donc donc depuis, on sait que parce qu'on identifie, enfin, il y a beaucoup de surveillances qui sont effectuées dans les marchés. Il y a eu de l'évidence que des cas humains étaient liés à de l'exposition au virus dans les marchés, que ce soit du H5N1, enfin du H5N1, du H9N2, enfin d'autres sous-types viraux. Euh, on connaît l'importance du rôle des marchés dans la transmission du virus entre volailles et aux humains. On sait qu'il y a des prévalences très élevées donc, dans ces marchés. Et donc, on a mis en place par le passé, et encore actuellement, beaucoup de mesures de contrôle dans ces marchés, avec des fois des succès plus ou moins contrastés. Donc, ce que l'étude montre, c'est qu'une raison possible de l'échec de ces mesures, c'est que la pression d'infection est tellement importante que des mesures mises en place seulement dans les marchés vont avoir un impact assez limité. Ce qu'il faut, c'est mettre aussi en place des mesures en amont des marchés. Donc, pour réduire cette pression d'infection, pour réduire la proportion des volailles qui entrent dans les marchés déjà infectés. Donc, ce qu'il faut, c'est des mesures qui soient en fait tout au long de la chaîne de distribution. Et quand on regarde un peu l'alerte, le cri d'alerte poussé par l'OMS, on peut se poser la question, est-ce que vous pensez que ces mesures peuvent être appliquées de façon efficace en amont et aussi sur les marchés? Parce qu'il y a un peu une course contre la montre là. Alors, en effet, mais alors, ce risque-là, hein, que ce soit donc dans les systèmes de marché, ce risque-là, c'est un risque qui est là depuis longtemps et qu'on n'a pas encore réussi à endiguer véritablement. Et donc, il y a forcément une tentation pour aller vers des mesures rapides, mais ce qu'il nous faut vraiment maintenant, c'est des mesures durables. Donc, alors, bien sûr, on veut essayer d'être le plus rapide possible, mais ce qui est important malgré tout, c'est de prendre le temps pour identifier comment pouvoir mettre en place des mesures durables qui soient acceptables et qui puissent être de façon réaliste, mises en place par les acteurs locaux. C'est absolument essentiel parce que comme je le disais, on a besoin de mettre en place des mesures de contrôle tout le long de la chaîne de distribution, donc c'est extrêmement complexe. Et donc, si on veut être efficace sur le long terme, parce que c'est ça qui est vraiment important, il est essentiel d'étudier avec les acteurs locaux, que ce soit les fermiers, les commerçants, les vendeurs dans les marchés, les commerçants ambulants, comment on peut réduire, enfin voilà, comment on peut mettre en place ces mesures techniques sans que cela soit un obstacle majeur à leur source de revenus. Quand on voit la dynamique d'évolution de cette maladie depuis 1997, c'est pas nouveau, mais on voit que ça explose et puis ça gagne différents maillons différents des animaux concernés au tout début. Est-ce qu'on a des raisons aujourd'hui d'être optimiste, de penser qu'on n'aura pas une épidémie liée à la grippe aviaire et qui peut concerner l'homme? Alors, en ce moment, les différents événements nous rendent plutôt dubitatifs. Parce que je pense pas, alors je suis épidémiologiste, hein, comme vous l'avez mentionné, mais je ne pense pas qu'il y avait un virologiste qui avait prédit les récents développements avec les infections de vaches laitières par ce virus. Donc, il est très difficile de prédire ce qui va se passer. La seule chose qu'on peut dire, c'est que plus on a de virus, plus on a d'exposition de ce virus à une diversité d'espèces et une exposition aux hommes, plus on a de chances qu'une pandémie puisse apparaître. Donc, voilà, à ce stade-là, c'est vraiment ce que l'on peut dire. Et donc, Donc ce que l'OMS. l'on doit faire véritablement, c'est diminuer cette pression d'infection. Donc, dans les volailles, enfin, parmi les volailles, pour le H9N2, mais aussi pour la H1N1, parmi les volailles, afin de réduire l'exposition des hommes et d'autres espèces à ce virus. Et cela réduira le risque pandémique. Donc l'OMS a raison d'être alarmante un peu quelque part. Elle a raison de tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'il faut, Pas dire. il faut vraiment surveiller surveiller la distribution de ce variant de H5N1, mais aussi agir véritablement pour diminuer la pression d'infection. Guillaume Fournier, merci beaucoup pour cette interview, puis surtout merci pour vos travaux. Merci à vous.